Le 4 juillet 1946, plus de 100 000 personnes assistèrent à Gdansk à une exécution publique sans précédent. 11 ex-fonctionnaires du camp de concentration de Stutów furent pendus sur une colline devant la multitude. Les autorités polonaises cherchaient quelque chose de plus que la justice. Elles voulaient montrer au monde que l'impunité avait pris fin. 5 femmes et 6 hommes, tous liés à l'appareil d'extermination nazi, furent condamnés après un procès bref mais dévastateur. Ils avaient été gardiens, médecins, chefs de surveillance. La sentence fut claire: crime de guerre, assassinat systématique, torture. Les exécutions ne furent ni privées ni rapides. Elles se convertirent en un spectacle collectif chargé de tension, de vengeance et de symbolisme. Pourquoi choisit-on de le faire devant des dizaines de milliers de témoins? Quel rôle jouèrent les femmes exécutées dans la machinerie nazie? Et pourquoi tous ne furent-ils pas jugés de la même manière? Le jour où la justice pendit les exécutions publiques à Gdansk. Le 4 juillet 1946, une multitude estimée entre 100 000 et 200 000 personnes se rassembla à Biskupia Gorka, une colline située aux abords de Gdansk. Le gouvernement polonais avait organisé l'exécution publique de 11 condamnés pour crimes de guerre commis dans le camp de concentration de Stutów. Les autorités ne se contentaient pas d'exécuter une sentence judiciaire, mais matérialisaient un acte symbolique de justice populaire après les horreurs du régime nazi. Les potences furent construites sur des plateformes élevées, conçues spécifiquement pour permettre l'observation directe de toute la population présente. Plusieurs structures de bois s'élevaient imposantes sur la colline, créant un scénario qui combinait solennité judiciaire et spectacle public. L'ampleur de l'événement répondait à l'intérêt social de voir punis les responsables directs des crimes de guerre, ainsi qu'au besoin du nouvel État polonais de réaffirmer son autorité sur le territoire récemment libéré. Parmi les 11 condamnés se trouvaient des figures clés de l'appareil répressif de Stutów. Johann Pols, sous-officier des SS, avait occupé le poste de chef du corps de surveillance du camp, connu comme Lagerführer. Sa responsabilité englobait la supervision directe des opérations quotidiennes du camp, incluant les exécutions et le maintien du régime de terreur qui caractérisa Stutów pendant ses années de fonctionnement. Les 5 femmes condamnées avaient servi comme auxiliaires du corps de surveillance féminin, connu officiellement comme SS-Aufseherinnen. Leur participation dans le système répressif n'avait pas été passive ni mineure. Les témoignages recueillis pendant le procès démontrèrent leur collaboration directe dans des assassinats, tortures et l'implémentation de politiques d'extermination dans le camp. Leur présence parmi les condamnés rompait avec les narratifs traditionnels qui minimisaient la participation féminine dans les crimes du Troisième Reich. Les 5 hommes restants avaient exercé divers rôles dans la structure du camp. Gardiens des SS, personnel administratif et autres collaborateurs responsables de crimes commis directement contre les prisonniers. La sélection de ces accusés pour le premier procès se basait sur la solidité des preuves accumulées par les commissions soviétiques et polonaises depuis la libération du camp en mai 1945. Le processus judiciaire s'était développé entre avril et mai 1946 à Gdansk. Le tribunal était composé de juges polonais qui agissaient sur la base du décret du 31 août 1944. Une loi spéciale émise par le Comité polonais de libération nationale qui permettait le traitement des criminels de guerre et collaborateurs du régime nazi en territoire polonais. Les accusations présentées englobaient multiples catégories de crimes contre l'humanité. Assassinat massif de civils, complicité dans le génocide et violation systématique des droits des prisonniers protégés par le droit international. Les preuves démontrèrent la participation directe des condamnés dans les sélections pour la chambre à gaz, torture physique et psychologique, homicide moyennant des injections de phénol, asphyxie, pendaison et exécutions extrajudiciaires. Le tribunal établit aussi leur responsabilité dans l'exposition délibérée de prisonniers à des conditions inhumaines qui dérivèrent en mort massive. Les preuves utilisées incluent des témoignages de plus de 90 survivants, documents administratifs du camp, registres photographiques obtenus après la libération et confessions partielles de la part de quelques accusés. La détermination de 11 condamnations à mort fut exécutée sans délai, sans offrir de droit d'appel aux condamnés. Cette décision fut légalement permise sous la loi martiale imposée dans les territoires libérés, reflétant l'urgence des autorités polonaises de démontrer que les crimes nazis ne resteraient pas impunis.
Les exécutions du 4 juillet 1946 représentèrent un des premiers actes judiciaires convaincants réalisés en Europe de l'Est après l'Holocauste. À la différence des procès de Nuremberg, où les procédures furent plus prolongées et centrées sur les hauts commandements, les processus en Pologne visèrent à punir les exécuteurs directs du génocide, ces personnes qui, jour après jour, avaient implémenté le système de terreur dans les camps. Stutthof, la naissance d'un enfer sur Terre. Le camp de concentration de Stutthof fut établi le 2 septembre 1939, à peine un jour après le début officiel de la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion allemande de la Pologne. Sa création fut autorisée par la direction de police de la ville libre de Danzig, alors déjà annexée de facto par le Troisième Reich. Cette rapidité dans l'établissement du camp révèle la planification préalable des nazis pour implémenter des mesures répressives immédiates dans les territoires occupés. À la différence de camps plus tardifs qui furent intégrés directement dans le système de concentration des SS, Stutthof commença comme un camp d'internement civil, sans être sous le contrôle direct de l'inspection générale des camps de concentration à Berlin. Cette caractéristique initiale le convertit en un outil autonome de répression politique, conçu spécifiquement pour les nécessités régionales des autorités nazies dans la région baltique. Le propos immédiat de Stutthof fut d'emprisonner des membres de l'élite intellectuelle et politique polonaise de la voïvodie de Poméranie et la région de Danzig. Dans ce contexte, il s'inscrivait dans le plan plus ample connu comme Intelligence Action, la campagne systématique d'extermination dirigée par les SS et la Gestapo pour éliminer toute possible résistance à la domination allemande dans les territoires récemment occupés de l'ouest de la Pologne. Les premières victimes du camp furent des figures proéminentes de la société polonaise. Prêtres catholiques, maîtres, fonctionnaires publics, journalistes, avocats et autres leaders communautaires. Cette sélection n'était pas casuelle, mais répondait à la stratégie nazie de décapiter la structure sociale polonaise pour faciliter la colonisation allemande de ces territoires. L'élimination de l'intellectualité polonaise faisait partie du projet plus ample de transformer ces régions en espace vital allemand. Pendant ses premiers mois de fonctionnement, Stutthof fut sous la juridiction du chef de police de Danzig, Max Henze, et non de l'Office central de sécurité du Reich. Cette administration locale, coordonnée par les SS et autorités civiles nazies de la région, permit une plus grande flexibilité dans les opérations du camp, s'adaptant aux nécessités spécifiques de la répression dans l'ère baltique. L'infrastructure originale était rudimentaire, un ensemble de baraques de bois construites dans une zone marécageuse et boisée située approximativement à 36 km à l'est de Danzig. L'aire était entourée de clôtures de fils de fer barbelés et manquait d'installations permanentes sophistiquées. Cette simplicité initiale reflétait le caractère provisoire qui fut initialement assigné au camp, bien qu'il se démontrerait bientôt que son fonctionnement se prolongerait pendant toute la guerre. En 1940, après un élargissement progressif et l'arrivée constante de nouveaux prisonniers, Stutthof montrait déjà des signes d'institutionnalisation plus complexes. Bien qu'il continuât d'être administré localement, il commença à recevoir des prisonniers d'autres parties de la Pologne occupée, élargissant sa fonction au-delà de la répression régionale initiale. Pendant cette période, la mortalité était extraordinairement élevée, principalement due à la combinaison létale de travaux forcés épuisants, malnutrition sévère et maladies sans traitement médical. La transformation définitive de Stutthof en un camp de concentration contrôlé directement par les SS eut lieu en janvier 1942. Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, inspecta personnellement les installations et disposa leur intégration officielle dans le système de camps dirigé depuis l'Office central d'économie et d'administration des SS. Cette décision marqua la fin de l'administration locale et le début de la bureaucratisation systématique qui caractérisa l'appareil concentrationnaire nazi. L'incorporation formelle impliqua un élargissement massif des fonctions et structures du camp. Se lancèrent des projets de construction pour de nouvelles installations, se réorganisa complètement le système interne de surveillance et s'implémenta un processus de bureaucratisation qui incluait des archives détaillées de chaque prisonnier. Ce changement administratif ouvrit aussi le camp à de nouvelles catégories de détenus, incluant prisonniers de guerre soviétiques, juifs de divers pays européens, roms et civils, déportés de multiples territoires occupés. À partir de 1941 arrivèrent les prisonniers de guerre soviétiques,
considérés sous-humains par l'idéologie nazie et traités avec extrême brutalité. Des milliers de ces hommes moururent en quelques semaines, beaucoup de fois sans même être enregistrés formellement dans les archives du camp. Leur élimination systématique faisait partie de la guerre d'extermination que le régime nazi avait déclarée contre l'Union soviétique. En 1944, après la décision d'Himmler d'évacuer beaucoup de camps de l'Est devant l'imparable avance de l'armée rouge, Stutov se convertit en un centre récepteur crucial pour les Juifs déportés depuis la Lituanie, la Lettonie et les grands camps d'Auschwitz et Riga. Cette massive affluence fut partie de la dernière tentative désespérée du régime d'accélérer l'implémentation de la solution finale avant sa défaite inévitable. On calcule qu'approximativement 50 000 Juifs furent déportés à Stutov pendant 1944, créant des conditions d'entassement extrêmes qui exacerbèrent la mortalité. La typologie finale de prisonniers était extraordinairement diverse, depuis des membres de la résistance polonaise, homosexuels, témoins de Jéhovah et prisonniers communs, jusqu'aux femmes et enfants juifs considérés non aptes pour le travail esclave. Stutov expérimenta une transformation structurelle significative pendant ses années de fonctionnement. Ce qui commença comme une installation modeste se convertit en un complexe industriel et d'extermination divisé en multiples secteurs spécialisés. Zones de prisonniers séparées par genre, quartiers des SS, tours de surveillance, crématorium, chambres à gaz, cuisine, infirmerie et extensives aires administratives. L'infrastructure principale était délimitée par des clôtures électrifiées de haute tension et systèmes de sécurité qui rendaient virtuellement impossible toute tentative de fuite. Le camp incluait aussi une zone industrielle où les prisonniers étaient exploités systématiquement pour produire des biens, spécialement pour des entreprises de l'armement allemand comme DAW, Focke-Wulf, Steyr et autres corporations qui opéraient moyennant des conventions lucratives avec l'administration des SS. Une des particularités les plus notoires de Stutov fut sa flexibilité fonctionnelle. Alors que d'autres camps étaient définis strictement comme centres d'extermination ou de travail forcé, Stutov opéra simultanément comme camp de transit, camp de concentration traditionnel, sous-centre industriel et, dans des étapes avancées, comme station d'extermination partielle. Cette nature polyvalente le convertit en un point clé pour redistribuer les prisonniers vers d'autres destinations létales comme Auschwitz ou Gross-Rosen, mais aussi en un nœud final pour des milliers qui ne furent jamais transférés. L'évolution du camp refléta aussi les priorités stratégiques du régime nazi dans chaque phase de la guerre. Pendant les premières années, l'objectif principal fut le contrôle de la population polonaise locale, moyennant la peur et l'élimination sélective. Entre 1939 et 1941, plus de 70% des internés étaient des citoyens polonais arrêtés pour motifs politiques ou pour appartenir à des institutions culturelles, religieuses ou académiques. Après l'invasion de l'Union soviétique en 1941, le nombre de prisonniers soviétiques augmenta de forme drastique. Beaucoup d'entre eux furent assassinés en masse par inanition ou exécution directe dans les mois suivant leur arrivée. L'expansion de Stutov en 1942 inclut l'introduction de technologies administratives modernes. S'implémentèrent des registres centralisés mécanisés, s'assignèrent des numéros de prisonniers avec des critères logistiques standardisés et s'établit un système de fiches médicales qui, loin d'accomplir une fonction sanitaire, permettait de classifier les internés selon leur capacité pour le travail ou leur destin immédiat dans les chambres à gaz. Ce modèle bureaucratique, introduit par ordre direct de la WHA, Office central d'économie et d'administration, convertit Stutov en un exemple de comment l'efficience administrative fut intégrée au projet génocidaire. L'emplacement du camp répondait aussi à des intérêts géostratégiques. Sa proximité au port de Danzig facilitait la réception de transports maritimes et ferroviaires depuis les pays baltiques et la Prusse orientale, ce qui permit son usage comme point de destination pour des vagues de déportation tardives en 1944. Mécanisme de la mort, comment opérait la machine de l'horreur? Le camp de concentration de Stutov opéra comme un des centres d'extermination les plus durables du régime nazi, fonctionnant depuis septembre 1939 jusqu'en mai 1945. Pendant ces années, il abrita plus de 110 000 prisonniers, dont approximativement 65 000 perdirent la vie. La structure de répression du camp combina des exécutions systématiques,
conditions délibérément inhumaines de vie, exploitation laborale jusqu'à la mort et mécanismes sophistiqués pour occulter les preuves des crimes commis. Depuis ses premières semaines de fonctionnement, Stutthof fut scène d'exécutions systématiques qui marquèrent le ton de brutalité qui caractériserait le camp pendant toute son existence. À la différence de camps comme Auschwitz ou Majdanek, qui furent spécifiquement conçus comme centres d'extermination industrielle, Stutthof ne fut pas originalement conçu avec ce propos, mais servi depuis le début comme lieu d'élimination sélective d'éléments considérés dangereux par le régime nazi. En janvier 1940, 89 leaders intellectuels et religieux polonais furent exécutés par fusillade dans la forêt proche du camp, marquant le début officiel des massacres massifs sous le plan Intelligence Action. Ces victimes ne furent pas sélectionnées au hasard, mais représentaient des figures spécifiquement identifiées par les autorités nazies comme éléments clés de la résistance potentielle polonaise. Le groupe incluait des professeurs universitaires, prêtres catholiques, fonctionnaires judiciaires et leaders communautaires dont l'élimination faisait partie de la stratégie plus ample de décapitation de la société polonaise. Les exécutions moyennant des injections de phénol commencèrent à s'appliquer systématiquement à partir de 1941, quand le camp resta sous contrôle direct des SS. Cette méthode, développée initialement dans d'autres camps de concentration, consistait en l'introduction d'entre 5 et 10 millilitres d'acide phénique directement dans le cœur de la victime, provoquant un arrêt cardiaque presque instantané. Ces injections létales se réalisaient habituellement dans les baraques désignées comme infirmeries, sous la supervision directe du personnel médical du camp et, dans beaucoup de cas, des propres officiers des SS. Les registres médicaux étaient systématiquement falsifiés ou détruits immédiatement après les exécutions. Une pratique qui rend extrêmement difficile la quantification exacte de victimes par cette méthode, bien que les témoignages de survivants suggèrent qu'elle s'appliqua à des milliers de prisonniers. Les exécutions servaient aussi comme outil de châtiment collectif et comme mécanisme psychologique pour insuffler la terreur dans la population du camp. Dans de nombreux cas, des prisonniers étaient exécutés publiquement devant d'autres internés pour dissuader les tentatives de fuite, actes de résistance ou simplement pour maintenir un climat de terreur absolue. Ces actions se réalisaient sans aucun type de procès ni procédure formelle, reflétant l'autorité absolue qu'exerçaient les SS sur la vie et la mort des prisonniers. En juin 1944, Stutthof fut équipé d'une chambre à gaz et commencèrent les exécutions massives moyennant Zyklon B, le même pesticide utilisé dans d'autres camps d'extermination comme Auschwitz et Majdanek. L'introduction de cette méthode correspondait à une étape tardive du camp, quand s'intensifia dramatiquement la déportation de Juifs depuis les territoires baltiques, la Hongrie et d'autres pays européens occupés. La chambre à gaz de Stutthof était significativement mineure en taille comparée aux installations industrielles d'Auschwitz. Il s'agissait d'un enclos construit en briques avec capacité pour entre 100 et 150 personnes, sans système complexe de ventilation ni mécanismes industriels sophistiqués pour l'élimination massive de cadavres. Cette infrastructure plus rudimentaire n'empêchait pas son effectivité létale, mais limitait la vitesse du processus d'extermination. Les exécutions dans la chambre à gaz se réalisaient plusieurs fois par semaine, fréquemment avec des victimes sélectionnées sur le moment par leur âge avancé, faiblesse physique ou supposée inutilité pour le travail forcé. Cette méthode fut implémentée spécifiquement pour accélérer le rythme d'extermination devant l'imminente avance soviétique et l'imminent effondrement du front oriental. Des milliers de femmes et enfants juifs, amenés depuis la Lituanie, la Lettonie et la Pologne centrale, furent assassinés dans cette chambre à gaz pendant les derniers mois du fonctionnement du camp. En plus du Zyklon B, il y a des évidences documentaires que dans certains moments s'utilisèrent des gaz d'échappement de camions comme méthode improvisée d'exécution. Cette technique, connue par son usage dans d'autres camps de l'Est, consistait à introduire des prisonniers dans des compartiments fermés où se redirigeaient les gaz toxiques du moteur. Bien que moins efficiente que le Zyklon B, elle permettait d'éliminer des groupes de personnes sans construire d'infrastructures permanentes et fut employée dans des phases critiques où le crématorium ne suffisait pas. À l'occasion s'organisaient des simulacres d'inspection médicale qui en réalité étaient des sélections létales. Des officiers SS et personnels sanitaires parcouraient les baraquements signalant avec des gants ou bâtons ceux qui seraient conduits au crématorium ou la chambre à gaz,
Ce système de sélection camouflée permettait de maintenir une apparence de contrôle sanitaire pendant qu'on exécutait des décisions systématiques d'extermination. Quelques preuves pointent aussi vers l'utilisation de chiens entraînés par les SS pour exécuter ou mutiler des prisonniers. Ces animaux, entraînés pour attaquer par des commandements spécifiques en allemand, étaient utilisés comme châtiment exemplaire ou méthode de torture publique. Des témoignages postérieurs décrivent des scènes où des internés étaient attachés et laissés à la merci des chiens sous la surveillance directe des gardiens qui observaient sans intervenir. En plus des exécutions directes, le système de répression à Stutthof se soutenait sur des conditions de vie délibérément létales qui garantissaient une mortalité massive sans requérir d'intervention directe des bourreaux. L'entassement était extrême. Les baraques avaient été conçues originalement pour 100 personnes, mais abritaient routinièrement plus de 300. Les lits consistaient en structures de 3 niveaux sans matelas, obligeant les prisonniers à dormir sur du bois nu ou de la paille infestée de parasites et rongeurs. L'alimentation fournie aux prisonniers consistait uniquement en soupe aqueuse préparée avec des détritus et une petite portion de pain noir de qualité inférieure, totalisant entre 800 et 1200 calories quotidiennes, très en dessous du minimum nécessaire pour la survie humaine basique. Cette dénutrition systématique causait une rapide détérioration physique, aggravée par des journées laborales épuisantes qui s'étendaient entre 12 et 14 heures quotidiennes, dans des conditions de températures extrêmes pendant le brutal hiver baltique. Les maladies contagieuses étaient endémiques dans le camp et délibérément non traitées. Typhus, dysenterie, tuberculose, scorbut et multiples infections causèrent des dizaines de milliers de morts. Les prisonniers qui tombaient malades étaient fréquemment transférés à la soi-disant Revier ou infirmerie, où au lieu de recevoir attention médicale, ils étaient abandonnés sans traitement ou directement exécutés moyennant injection létale ou gazage. Les châtiments physiques faisaient partie intégrale du régime disciplinaire du camp, s'appliquant pour des infractions réelles ou imaginaires. Ces châtiments incluaient des coups de fouet publics avec des fouets de cuir, suspension prolongée par les poignets, enfermement dans des cellules d'isolement sans lumière ni ventilation, privation totale d'aliments pendant des jours et exposition au froid extrême sans vêtements. Ces châtiments s'appliquaient pour des transgressions minimales, parler sans permission, se mouvoir hors de la formation assignée, travailler à un rythme considéré insuffisant ou même manifester des émotions comme pleurer. Stutthof opéra extensivement comme camp de travail esclave pour l'économie de guerre allemande, établissant des conventions lucratives avec des entreprises privées et étatiques qui utilisèrent de la main-d'œuvre prisonnière dans des conditions d'exploitation absolue. Des entreprises comme DAW, Focke-Wulf Flugzeugbau et Steyr se bénéficièrent systématiquement de ce système, payant des tarifs minimaux à l'administration des SASR pour chaque travailleur utilisé. Les prisonniers étaient envoyés quotidiennement à des ateliers industriels, chantiers navals, champs de culture et œuvres d'infrastructures militaires. Ils travaillaient entre 10 et 14 heures quotidiennes, sans équipement de protection, sans repos programmé, et fréquemment dans des environnements toxiques ou extrêmement dangereux. Beaucoup mouraient par effondrement physique, accidents laboraux délibérément ignorés ou châtiments après des rendements considérés insuffisants par les superviseurs. Les ateliers les plus mortels étaient ceux liés à la production de composants métalliques pour la Luftwaffe. Là, les prisonniers manipulaient des matériaux inflammables ou toxiques sans masque ni gants, exposés à des températures extrêmes et tournées prolongées. Les brûlures, inhalations et évanouissements étaient communs. On ne leur permettait pas de s'arrêter. Ceux qui s'évanouissaient étaient retirés avec des pelles ou chariots et survivaient rarement au jour suivant. Quelques prisonniers, considérés non aptes pour le travail mais encore utilisables, étaient assignés à des tâches de nettoyage de latrines ou transfert de cadavres. Cette catégorie intermédiaire avait une espérance de vie d'à peine quelques semaines. La proximité constante à des corps en décomposition et le manque d'hygiène garantissaient une mort rapide par infection ou effondrement immunologique. Ces tâches étaient vues comme des châtiments déguisés de fonctions mineures, et ceux qui les accomplissaient savaient qu'ils n'avaient pas de retour. Le réseau de sous-camps de Stutthof, spécialement dans des lieux comme Praust, Bromberg et Thorn, fut aussi utilisé intensivement pour ce propos d'exploitation laborale. L'administration du camp recevait des paiements réguliers pour chaque travailleur fourni,
convertissant effectivement les prisonniers en unités économiques rentables pour le système des SS. Cette monétisation de la vie humaine représentait une forme particulièrement cynique de génocide économique. Le travail forcé n'était pas simplement une forme d'exploitation économique, mais un outil additionnel et délibéré d'extermination. Aux prisonniers les plus faibles, on exigeait des rendements physiques impossibles à atteindre, garantissant leur détérioration accélérée et mort en quelques mois. Cette stratégie permettait aux administrateurs du camp de maintenir des statistiques de productivité pendant qu'ils éliminaient simultanément la population prisonnière. Avec l'avance imparable de l'armée rouge en 1944 et principe de 1945, les autorités du camp commencèrent une campagne systématique et désespérée d'élimination d'évidence. Cette opération incluait la crémation massive de cadavres accumulés dans des fosses communes, la destruction complète de documents administratifs compromettants et le démantèlement d'installations d'extermination. Le crématorium de Stutthof, installé originalement pour incinérer des corps individuels de manière discrète, fut élargi et modifié pour traiter jusqu'à 150 cadavres quotidiens. Cependant, cette capacité résulta insuffisante devant le volume de morts. C'est pourquoi les autorités recoururent à l'enterrement massif dans des fosses ouvertes excavées dans les forêts environnantes et la brûlure de corps à l'air libre utilisant du combustible improvisé et du bois des baraquements. Les SS ordonnèrent spécifiquement l'exhumation de fosses anciennes pour incinérer les restes préalablement enterrés. Les chargés de ces opérations étaient dénommés Sonderkommandos temporaires, recrutés parmi les prisonniers les plus faibles, avec la promesse fausse d'une possible commutation de peine. En pratique, leur fonction était de transférer, empiler, incinérer et enterrer des cadavres, pour ensuite être exécutés par les SS et enterrés avec les restes qu'ils avaient tenté d'occulter. Les peu de survivants qui réussirent à s'échapper relatèrent des détails glaçants sur l'odeur permanente de chair brûlée, le mélange de restes humains avec de la boue et de la neige, et l'usage de dents d'or extraites avant la crémation. Ces actions désespérées cherchaient à éviter que les Alliés puissent documenter complètement l'ampleur des crimes commis et établir des responsabilités spécifiques. Malgré ces efforts systématiques d'occultation, quand le camp fut finalement libéré en mai 1945, les forces soviétiques trouvèrent des évidences irréfutables de l'extermination, restes humains sans enterrer éparpillés par le terrain, installations de crémation encore fumantes, montagnes de vêtements et objets personnels des victimes et documentation incomplète mais suffisante pour confirmer les méthodes d'assassinat employées et l'échelle industrielle du génocide perpétré à Stutthof. Les femmes du SS, participation féminine à Stutthof. La participation féminine dans les crimes du Troisième Reich représente un des aspects les plus perturbants et moins compris de l'appareil génocidaire nazi. Dans le camp de concentration de Stutthof, plus de 130 femmes servirent comme gardiennes entre 1942 et 1945, exerçant des rôles cruciaux dans l'implémentation du système de terreur et d'extermination. Ces femmes, connues formellement comme SS-Aufseherinnen, n'étaient pas simplement des observatrices passives, mais des participantes actives dans la machinerie de mort nazie. Le processus de recrutement de ces femmes commença avec des appels publics dirigés aux Allemandes jeunes, généralement d'entre 20 et 35 ans, pour appuyer l'effort de guerre dans des fonctions considérées appropriées pour leur genre. Beaucoup d'entre elles arrivèrent à travers le Bund Deutscher Mädel, la branche féminine des jeunesses hitlériennes, où elles avaient reçu des années de formation idéologique, physique et disciplinaire qui les préparaient psychologiquement pour accepter et participer dans des actes de violence extrême. En s'intensifiant le conflit et en s'élargissant exponentiellement le système de camps dans l'Est européen, la nécessité de personnel augmenta dramatiquement, menant à des campagnes de recrutement plus intensives dans des régions proches des camps, comme la Prusse occidentale et la région de Danzig. Les autorités nazies présentèrent ces positions comme des opportunités de service patriotique, offrant des salaires relativement attractifs, logements et la possibilité d'ascension dans la hiérarchie du camp. Les nouvelles recrues étaient entraînées dans des sous-camps spécialisés comme Brombergost, où elles recevaient instruction non seulement en techniques basiques de surveillance et châtiment physique, mais aussi en méthodes pour conduire des inspections, réaliser des sélections pour le travail forcé et participer dans la gestion logistique de prisonniers pendant les transferts massifs.
Le programme d'entraînement durait entre 4 et 6 semaines et incluait un endoctrinement idéologique intensif sur les principes fondamentaux du national-socialisme et les supposés fondements scientifiques de la question juive. Les Offizierinnen étaient organisées dans une structure hiérarchique interne qui allait depuis la simple superviseur jusqu'au rang d'Oberoffizier ou superviseur-chef, un titre réservé pour des femmes avec des responsabilités sur des blocs entiers du camp ou l'administration de plusieurs sous-camps simultanément. Bien qu'elles travaillassent généralement sous supervision masculine d'officiers des SS, elles jouissaient d'une autonomie opérative significative dans le traitement direct avec les prisonniers, autonomie qui se traduisait fréquemment en abus systématiques et excès documentés. Jenny Wanda Barkman représente un des cas les plus notoires de brutalité féminine à Stutthof. Assignée au camp en 1944 à l'âge de 22 ans, elle se distingua rapidement par son attitude sadique envers les prisonnières, qu'elle frappait routinièrement, humiliait publiquement et sélectionnait arbitrairement pour les chambres à gaz. Sa présence physique, considérée attractive et élégante par des standards conventionnels, générait chez les prisonniers un mélange déconcertant de crainte et d'horreur, lui gagnant les surnoms de Belle Bête et Spectre Beau. Barkman avait aspiré initialement à une carrière comme modèle de mode à Hambourg, utilisant sa beauté naturelle pour des opportunités commerciales. Cependant, l'appel idéologique du régime nazi et les opportunités de pouvoir qu'offrait le système concentrationnaire l'attirèrent vers une trajectoire complètement différente. Ses compagnes de camp la surnommaient « Belle Bête » et « Spectre Beau », nom qui capturait la contradiction inquiétante entre son apparence physique et sa brutalité systématique. Gerda Steinhoff ascensionna avec rapidité extraordinaire jusqu'à se convertir en une des gardiennes de plus haut rang dans tout le système de Stutthof. Son rôle fut fondamental dans la supervision de sous-camps comme Bromberg-Ost, où elle participa activement dans des sélections pour la mort et supervisa personnellement des exécutions. Malgré avoir un petit enfant à la maison, elle se détacha par son absence complète d'empathie et son enthousiasme pour les tâches les plus violentes assignées aux gardiennes. Wanda Klaff, bien que plus réservée dans son comportement public, n'était pas moins brutale dans ses actions. Elle fut assignée initialement au sous-camp de Praoust et postérieurement à Rousseau-Chine, où elle développa une réputation particulière pour sa méthodologie dans le châtiment physique. Des témoignages de survivants la décrivent comme une femme méthodique qui avait établi des routines quotidiennes de coups aux prisonnières pendant les décomptes matinaux, utilisant des fouets, bâtons et objets contondants improvisés. Son approche systématique du châtiment incluait des innovations cruelles comme obliger les prisonnières à choisir entre sortir par la porte principale des baraquements, où elles les attendaient avec le fouet, ou sauter par les fenêtres, résultant fréquemment en blessures plus graves. Ce faux choix exemplifiait la sophistication psychologique de la torture qu'elle avait développée, combinant douleur physique avec traumatisme psychologique de manière qui maximisait la souffrance. Ewa Paradis, entraînée spécifiquement en 1944, fut envoyée au sous-camp de Bromberg-Ost, où elle développa des pratiques spécialement cruelles qui incluaient l'usage d'eau glacée versée sur des corps nus pendant l'hiver baltique, en plus de sa participation régulière dans les sélections quotidiennes pour déterminer qui vivrait et qui serait envoyé immédiatement à la mort. Sa jeunesse, à peine 24 ans au moment de sa capture, contrastait dramatiquement avec la sophistication de sa cruauté. Pendant les durs mois d'hiver, elle aimait verser de l'eau froide sur les corps nus des femmes, leur ordonnant de rester immobiles. Si elles bougeaient, Ewa les fouettait jusqu'à les laisser inconscientes sur le sol. Son manque de pitié ou d'empathie lui gagna une réputation comme une des gardiennes les plus cruelles, si ce n'est la plus cruelle, à Bromberg-Ost. Elisabeth Becker, la plus jeune du groupe condamné, servit comme superviseur dans le sous-camp SK3 de Stutthof. Bien que sa période de service fût relativement brève et qu'elle n'eût pas un historique aussi extensif que les autres femmes, elle fut accusée pour complicité directe dans multiples assassinats et pour avoir participé dans des sélections qui envoyèrent des dizaines de femmes et enfants aux chambres à gaz. Ces cas individuels ne représentent pas des exceptions aberrantes, mais des exemples systématiques du type de violence institutionnalisée que les Offizierinnen exerçaient routinièrement à Stutthof. Leurs actions étaient soutenues et encouragées par la structure administrative du camp, qui fournissait des incitations matérielles et psychologiques pour la brutalité. Les pratiques abusives implémentées par les gardiennes suivaient des patrons identifiables et systématiques.
Insultes constantes, dirigées à briser la dignité humaine des prisonnières, châtiments physiques arbitraires qui ne requéraient aucune justification, privation délibérée d'aliments comme forme de torture psychologique et coups administrés comme mesures disciplinaires routinières. Les gardiennes organisaient aussi des châtiments collectifs pour des infractions mineures commises par des prisonnières individuelles, comme marcher hors de formation, se retarder dans le travail forcé, ou simplement montrer des signes de faiblesse physique. Évacuation finale, les marches de la mort. À mesure que l'armée rouge avançait inexorablement vers l'ouest pendant les premières semaines de 1945, la hiérarchie nazie ordonna une évacuation massive et désespérée du système complet de camps de Stutthof. Le 25 janvier 1945 commença une des phases les plus létales et brutales dans l'histoire du complexe, les soi-disant marches de la mort. Ces évacuations forcées avaient multiples objectifs. Transférer les prisonniers survivants à d'autres camps dans l'intérieur du Reich, effacer systématiquement l'évidence du génocide perpétré et éviter à tout prix que les prisonniers tombent vivants dans les mains des forces soviétiques qui pourraient servir comme témoins des crimes commis. Approximativement 50 000 prisonniers, la majorité juifs et polonais dans un état physique déplorable, furent obligés d'abandonner le camp dans des conditions conçues délibérément pour maximiser la mortalité pendant le transfert. Les températures oscillaient entre les 15 et 20 degrés sous zéro, typiques du brutal hiver baltique. Sans aliments adéquats, vêtus uniquement des vêtements légers du camp et dans un état de dénutrition extrême après des années de captivité, les prisonniers furent forcés à marcher pendant des jours ou semaines consécutives, complètement exposés au climat létal, aux maladies épidémiques et à la violence systématique des gardiens. Les survivants qui réussirent à survivre à ces marches témoignèrent postérieurement que beaucoup de leurs compagnons tombaient épuisés chaque peu de kilomètres et étaient immédiatement assassinés d'un coup de feu dans la nuque, sans même tenter de les aider ou permettre un moment de repos. D'autres mouraient par congélation pendant les arrêts nocturnes à l'air libre ou par inanition quand les déjà rares rations furent complètement suspendues. Les routes principales passaient à travers des villages ruraux de Poméranie où la population civile allemande observait, avec un mélange de crainte et d'indifférence calculée, ces groupes de prisonniers enchaînés avançant lentement vers une mort pratiquement sûre. Les routes d'évacuation ne suivaient aucun patron logistique cohérent, et beaucoup de fois étaient improvisées sur la marche selon les changements constants dans la situation militaire du front oriental. Quelques colonnes de prisonniers se dirigèrent vers l'ouest, en direction du fleuve Oder. D'autres furent obligés de marcher en cercle sans destination apparente, victimes du chaos logistique qui caractérisa les derniers mois du régime nazi. De nombreux sous-camps furent aussi évacués précipitamment, envoyant leurs prisonniers d'abord vers Stutthof avant de les incorporer aux marches vers l'ouest. Les conditions pendant ces marches étaient conçues pour être létales. Dans quelques étapes, les prisonniers étaient obligés de marcher entre 20 et 40 kilomètres quotidiens par des terrains enneigés et chemins glacés, sans chaussures appropriées et fréquemment pieds nus. Les pauses pour repos étaient extrêmement rares et se réalisaient sur la neige ou la glace, sans refuge ni protection aucune contre les éléments. Ceux qui tentaient de se reposer plus de temps que le strictement permis étaient frappés brutalement avec des fusils et bâtons, ou directement exécutés comme avertissement pour les autres. Quand les routes terrestres restèrent complètement inutilisables dues à la fermeture progressive du cercle soviétique autour de la région, les autorités nazies tentèrent désespérément d'évacuer les prisonniers survivants par voie maritime. Entre avril et mai 1945, des milliers de reclus en état critique furent chargés dans des bateaux commerciaux improvisés, embarcations de pêche et barges militaires sans conditions minimales d'hygiène, sécurité ou capacité, avec l'espoir désespéré de les transporter vers des ports contrôlés par l'Allemagne dans l'Ouest ou vers des territoires neutres comme le Danemark. Un des épisodes les plus tragiques de cet effort désespéré d'évacuation maritime fut le naufrage de multiples embarcations qui transportaient des prisonniers depuis la région de Danzig vers des destinations qui incluaient l'île danoise de Bornholm et des ports allemands comme Lübeck. En de nombreuses occasions, ces embarcations surchargées furent attaquées par erreur par l'aviation alliée, qui n'avait aucune manière de distinguer entre des transports de prisonniers et des bateaux qui portaient des soldats allemands ou équipements militaires. Le cas le plus tragique fut celui du SS Cap Arcona, un luxueux transatlantique reconverti en bateau-prison
coulé par des chasseurs bombardiers britanniques le 3 mai 1945 dans la baie de Lübeck. On estime que plus de 4000 prisonniers moururent dans le naufrage. Bien que ce bateau ne transportât pas exclusivement des prisonniers de Stutthof, il faisait partie du même plan général d'évacuation maritime. Le 9 mai 1945, exactement 2 jours après la reddition officielle et définitive du Troisième Reich, les troupes de l'armée rouge entrèrent finalement dans les installations principales du camp de concentration de Stutthof. À ce moment, le camp avait été complètement abandonné par les SS et le personnel administratif allemand, qui s'était replié vers l'ouest, avait fui sous des identités fausses ou avait été évacué avec les dernières unités militaires allemandes en retraite. Les soldats soviétiques trouvèrent uniquement une centaine de prisonniers vivants, la majorité en état critique de santé, cachés dans des baraquements ou réfugiés dans les forêts environnantes. Ces survivants représentaient une fraction minimale des approximativement 110 000 prisonniers qui avaient passé par les installations de Stutthof et ses sous-camps depuis le début de son fonctionnement en 1939. Les forces soviétiques trouvèrent le camp dans un état d'effondrement et destruction presque totale, cadavres sans enterrer éparpillés par tout le terrain, baraquements partiellement démolis ou incendiés, systèmes d'égouts et puits septiques complètement dépassés et fours crématorium partiellement démolis moyennant des explosifs. Les forces soviétiques, accompagnées par des correspondants de guerre et photographes officiels, documentèrent méticuleusement les restes trouvés dans le camp. Des photographies détaillées, témoignages des survivants, objets personnels des victimes et fragments de documentation administrative furent recueillis systématiquement pour servir comme évidence irréfutable dans les futurs procès pour crimes de guerre. Cette documentation exhaustive résulterait postérieurement cruciale pour soutenir les accusations spécifiques contre les officiers, gardiennes et collaborateurs de Stutthof dans les processus judiciaires de 1946 et 1947. Justice totale quand les bourreaux affrontèrent le verdict. Après la libération du camp de Stutthof et la récupération partielle de ses registres administratifs, les autorités de la récemment formée République populaire de Pologne établirent un tribunal spécial pour juger des membres du personnel du camp qui avaient été capturés pendant les mois postérieurs à la fin de la guerre. Ce processus judiciaire s'encadra dans le cadre légal fourni par le décret du Comité polonais de libération nationale du 31 août 1944, connu officiellement comme le décret de crime nazi hitlérien, qui autorisait spécifiquement la création de tribunaux extraordinaires pour juger des crimes de guerre commis en territoire polonais. Le premier procès se célébra à Gdańsk entre le 25 avril et le 31 mai 1946, se convertissant en un des premiers processus de justice d'après-guerre célébrés intégralement par des tribunaux nationaux polonais, bien que développés en étroite coopération technique avec les autorités soviétiques d'occupation. Le tribunal était composé de juges professionnels polonais expérimentés en droit pénal, avec l'appui direct de procureurs désignés par l'Office du procureur général de l'État, et le Conseil d'observateurs juridiques soviétiques qui fournissait orientation sur des standards procéduraux établis dans les procès de Nuremberg. Le processus fut délibérément public, avec présence constante de représentants de la presse nationale et internationale, diplomates de pays alliés et citoyens polonais qui avaient souffert directement sous l'occupation nazie. Cette ouverture reflétait un intérêt institutionnel explicite pour visibiliser le châtiment exemplaire des crimes nazis commis en sol polonais, ainsi que pour établir des précédents légaux qui serviraient pour de futurs processus similaires dans le pays. Ce premier procès fut historiquement significatif non seulement pour traiter des figures de bas et moyen rang de l'appareil concentrationnaire, mais aussi pour inclure des femmes comme accusées principales, reflétant une approche intégrale et sans précédent dans la persécution de tous les perpétrateurs du génocide, indépendamment de leur genre ou position hiérarchique formelle dans le système nazi. Le tribunal traita 13 accusés au total, 6 femmes et 7 hommes, incluant des superviseurs du camp, ex-gardiens des SS, personnel médical qui avaient participé dans des expériences et exécutions, et plusieurs capots, prisonniers qui avaient collaboré activement avec l'administration nazie en échange de privilèges minimaux. Tous furent accusés formellement de crimes contre l'humanité et complicité directe dans l'assassinat systématique de milliers de prisonniers civils sans défense. Les preuves présentées pendant le procès inclurent des documents originaux récupérés dans les ruines du camp,
registre partiel de déportation et d'extermination qui avait survécu aux tentatives de destruction, ordres écrits signés par les commandements des SS et témoignages directs de survivants qui avaient réussi à identifier spécifiquement les accusés. Ces déclarations testimoniales furent fondamentales pour établir les actes concrets commis par chaque accusé individuel, bien que dans plusieurs cas elles se basèrent nécessairement sur identification visuelle et reconstruction de faits sous des circonstances d'extrême difficulté et traumatisme psychologique. Les avocats défenseurs argumentèrent de manière répétée que leurs clients étaient de simples subordonnés qui agissaient exclusivement sous des ordres supérieurs, sans autorité de décision personnelle ni connaissance complète du destin final des prisonniers sous leur garde. Ils alléguèrent systématiquement que leurs défendus n'avaient pas de capacité réelle de désobéissance sans risquer leur propre vie, et que par conséquent, ils ne pouvaient pas être considérés moralement responsables des conséquences d'actions ordonnées par des supérieurs hiérarchiques. Cependant, le tribunal détermina de manière unanime que ces arguments étaient légalement insuffisants face à l'ampleur et continuité des actions criminelles démontrées et que le principe d'obéissance aux ordres supérieurs ne pouvait sous aucune circonstance exempter de responsabilité pénale personnelle dans des actes de torture systématique, assassinat direct ou complicité consciente et active dans l'extermination massive de civils. Le tribunal condamne 11 des 13 accusés à la peine capitale moyennant pendaison et les 2 autres à des peines prolongées de prison. Les sentences furent émises appliquant le principe juridique d'auteur fonctionnel. Bien que les accusés n'eussent pas conçu personnellement les politiques générales d'extermination, leur rôle actif, conscient et enthousiaste dans l'exécution pratique de ces politiques les convertissait en responsables directs de crimes contre l'humanité. Les peines capitales furent exécutées sans délai à Gdansk le 4 juillet 1946, dans l'événement public qui avait attiré plus de 100 000 spectateurs et qui représenta un des actes de justice les plus visibles de la Pologne d'après-guerre. Le vice-délégué de la prison de Danzig, Alojzy Nowicki, fut chargé d'organiser les exécutions. Comme il n'y avait pas de corde disponible, il fit que les prisonniers fabriquent les leurs propres avec des fibres végétales. La partie la plus difficile fut de trouver des aumôniers catholiques et protestants disposés à assister les condamnés. Tous les ministres protestants locaux se refusèrent, alléguant qu'ils ne pourraient jamais être impartiaux. La police secrète informa Nowicki sur un ministre allemand qui se cachait à Zopo, qui fut trouvé accroupi dans un grenier, vêtu de son habit religieux et agrippé à une valise. Les exécuteurs ne se préoccupèrent pas de la formalité. Aux criminels, on n'accorda pas l'honneur d'être exécutés par un bourreau professionnel. Une flotte de camions ouverts porta les prisonniers au lieu d'exécution, avec mains et jambes attachées. Les camions furent placés sous les potences et les condamnés se mirent debout dans la partie arrière. On leur plaça une corde simple autour du cou et, quand se complétèrent les préparatifs, chaque camion avança les laissant suspendus. Ils ne portaient pas de cagoule et on leur donna une chute courte, ce qui signifiait qu'ils moururent par strangulation au lieu de coups brisés. Les témoins affirmèrent que quelques-uns luttèrent pendant un temps après la suspension. Les documents mentionnent qu'un homme et 2 femmes luttèrent avec leurs gardiens avant d'être pendus, bien qu'on ne spécifie pas lesquelles des femmes montrèrent de la résistance. Le second procès de Stutov, moins connu internationalement mais également significatif du point de vue juridique, eut lieu en 1947, aussi à Gdańsk. En cette occasion se traitèrent 24 accusés additionnels, incluant plus de gardiens du camp principal, personnel administratif de niveaux intermédiaires, et collaborateurs médicaux qui n'avaient pas été inclus dans le processus initial de 1946 dû à leur capture tardive ou aux besoins d'investigation plus prolongés. La structure légale se maintint sous le même décret de 1944, mais le tribunal se concentra spécialement sur le personnel qui avait travaillé dans les sous-camps de Stutov, particulièrement à Brombergost, Praust et Oppenbruck, où s'étaient aussi commis des abus systématiques et assassinats massifs. La compilation de preuves résulta significativement plus complexe dans ce second processus, dû au temps transcours depuis la libération, la dispersion géographique de documents et témoins et la destruction plus complète de registres dans les sous-camps. Les accusations dans le second procès tournèrent nouvellement autour de crimes contre l'humanité, mais avec emphase particulière sur l'abus systématique de prisonniers, l'application de châtiments physiques disproportionnés, la participation dans des sélections pour chambres à gaz,
et la négligence médicale délibérée qui avait résulté en morts évitables. Plusieurs témoins survivants qui avaient déclaré dans le premier procès revinrent présenter témoignages, cette fois en relation avec les nouveaux accusés et événements spécifiques dans les sous-camps. Les sentences du second procès furent variées dans leur sévérité. 8 peines de mort, plusieurs condamnations à chaîne perpétuelle et autres châtiments de prison pour des périodes qui oscillaient entre 10 et 25 ans. À la différence du processus antérieur, dans ce second procès se permit plus d'espace procédural pour des appels et révisions, bien que très peu de ces appels prospérèrent devant des tribunaux supérieurs. Dernier processus, la mémoire convertie en condamnation. Pendant des décennies après les procès immédiats de 1946 et 1947, la justice allemande évita de traiter systématiquement la majorité des impliqués dans le système de camps de concentration. Sauf dans des cas où se démontrait participation directe dans des assassinats, les tribunaux considéraient insuffisante la simple appartenance à la structure génocidaire, ce qui laissa impunis des milliers de collaborateurs clés. Cette approche restrictive commença à changer en 2011 avec le procès de John Demjanjuk qui marqua un point d'inflexion. Les tribunaux allemands déterminèrent que participer consciemment dans l'opérativité quotidienne d'un camp d'extermination, même sans tuer personnellement, suffisait pour imputer complicité dans le génocide. Cette doctrine reconnaissait le caractère systémique de l'Holocauste et étendait la responsabilité pénale au-delà des exécuteurs directs, embrassant depuis le personnel de surveillance jusqu'aux travailleurs administratifs. Ce changement fut impulsé par une nouvelle génération de juges et procureurs sans lien avec le nazisme et reflétait un tournant vers une justice plus structurelle qui ne tolérait plus la défense basée sur des fonctions périphériques ou sur l'obéissance passive au régime. Sous cette nouvelle perspective juridique, le camp de Stutthof revint au centre du débat pénal. Johann Rehbogen, ex-gardien du camp, fut traité en 2018 à 94 ans. On l'accusa de complicité dans des centaines d'assassinats commis entre 1942 et 1944. Bien que le procès n'arrivât pas à sentence, suspendu par son fragile état de santé, le cas refléta le dilemme éthique et pratique de juger des crimes de guerre commis il y a plus de 70 ans par des accusés âgés. Un autre processus emblématique fut celui de Bruno Day, jugé en 2020 à Hambourg. Avec 93 ans, il fut déclaré coupable de complicité dans l'assassinat de plus de 5000 personnes pour avoir servi comme gardien de tour à Stutthof entre 1944 et 1945. Bien qu'il ne fût pas impliqué dans des actes individuels de violence, son rôle dans le système génocidaire fut considéré pénalement relevant. Pour avoir été mineur d'âge au moment des faits, le procès se réalisa devant un tribunal de mineurs et la condamnation fut de 2 ans de prison en liberté conditionnelle. Ces procès illustrèrent comment même des tâches considérées secondaires pouvaient faciliter l'extermination et comment le passage du temps ne devait pas neutraliser la reddition de comptes. La jurisprudence résultante laissa clair que la fonction que chaque individu accomplissait, que ce fût surveiller, enregistrer ou transmettre des ordres, pouvait constituer un maillon indispensable dans la machinerie du génocide. Le cas le plus récent et symboliquement puissant fut celui d'Irmgard Fürchner, secrétaire du commandant de Stutthof entre 1943 et 1945. Accusé de complicité dans l'assassinat de plus de 11 000 personnes, son procès à Itzehoe en 2021 marqua la première fois qu'une femme était traitée en Allemagne pour son rôle administratif spécifique dans un camp de concentration. Fürchner, de 18 ans au moment de son entrée au camp, accomplissait des tâches comme transcrire des ordres de déportation, gérer des listes de prisonniers et coordonner des communications internes. Cette tâche bureaucratique, selon détermina le tribunal, était essentielle pour le fonctionnement de l'appareil d'extermination. L'accès privilégié qu'elle avait à l'information sur sélection, exécution et transfert évidence sa connaissance consciente du propos du camp. Le processus acquit notoriété depuis son début quand l'accusé tenta de fuir le jour du procès, étant détenu des heures plus tard. Pendant le procès, la défense soutint que Fürchner était une jeune sans autorité, piégée dans une structure qu'elle ne comprenait pas entièrement, sans alternative réaliste de désobéissance. Le ministère public répliqua que la responsabilité ne dépend pas du rang ni de l'âge, mais de la connaissance et la collaboration active. Cet argument,
déjà consolidé par la jurisprudence allemande postérieure à 2011, fut clé dans la sentence. En décembre 2022, Fürchner fut déclaré coupable et condamné à 2 ans de prison conditionnelle. Bien que la peine fût légère due à son âge avancé, le procès eut une profonde valeur symbolique et juridique, réaffirmant que même des fonctions administratives apparemment neutres peuvent configurer responsabilité pénale dans des contextes génocidaires. Fürchner mourut en janvier 2025 à 99 ans, fermant un des derniers processus judiciaires actifs relatés directement avec l'Holocauste. Sa mort marqua le crépuscule définitif des procédures pénales contre des perpétrateurs nazis, en restant déjà peu de survivants du régime avec des conditions de santé adéquates pour affronter un procès. Ce dernier chapitre judiciaire autour de Stutthof montra le lent mais persistant chemin vers la justice. À travers des processus tardifs mais fermes, la société allemande réaffirma la vigueur du principe que nul crime de lèse-humanité ne doit rester sans réponse pour plus de temps qui est passé ni plus modeste qu'ait été la participation individuelle.